live, Gilles. Gilles, vous m'entendez? Oui, Vous êtes en live, c'est parti. entendu. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'intervenir devant vous tous aujourd'hui. Il y a plus de 500 inscrits à ce webinaire. Donc, je voudrais remercier Parlons RH et puis RH Info de me donner cette opportunité qui fait suite à la parution de cet ouvrage, Les RH en 2030, qui est paru il y a 15 jours, que j'ai coécrit avec mon associé, Nicolas Bourgeois, et dont nous avons eu le plaisir de voir qu'il était numéro 1 des ventes sur Amazon pour ce qui est des ventes RH. Donc, je suis Gilles Verrier, je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines qui s'appelle Identité RH. J'ai un passé de DRH dans différentes organisations, notamment comme DRH du groupe Decathlon. J'ai, à côté de mon activité de conseil, une activité d'enseignement. Aujourd'hui à Dauphine, j'ai pendant 10 ans été directeur du master RH de Sciences Po, et puis une activité donc d'écriture d'ouvrages. Alors, sur le déroulé de notre webinaire, on est ensemble pendant 45 minutes. En fait, ce que je vous propose, c'est bien évidemment qu'il y ait un certain nombre d'apports qui soient tirés de l'ouvrage Les RH en 2030, mais également de prévoir 2 séquences où je répondrai aux questions que vous posez sur le chat. Donc, je vous invite au fur et à mesure de nos échanges à poser vos questions et à vous exprimer, à réagir à mes différents propos. Pour démarrer maintenant, le point de départ, il est connu de tous, il est évident, il est lié aux transformations que vit l'entreprise et qu'elle vivra dans les 10 prochaines années. Des transformations majeures, des ruptures sur le plan économique, sur le plan technologique, c'est souvent à ça qu'on peut penser en premier quand on se projette à 2030, mais pas seulement, des transformations sociologiques importantes, des transformations liées à l'environnement, des transformations sociétales et bien sûr des transformations démographiques. Alors, c'est assez standard que de souligner ces transformations. Néanmoins, c'est ce qui conduit à ce que le DRH de fait ait 2 approches possibles. Soit il se laisse porter au fil de l'eau par les besoins, les demandes du quotidien, au fur et à mesure que les modifications, les changements interviennent dans l'entreprise, il y répond. On sait bien qu'on fait un métier dans lequel ces demandes, ces besoins, ces sollicitations du quotidien, ce poids du quotidien est très important et qu'il est parfois très difficile de s'en extraire. Ou bien, et c'est bien évidemment l'approche dont je suis porteur, notamment dans cet ouvrage, il adopte une approche proactive et il tente d'apporter plus que ces simples réponses au quotidien. Alors, apporter une réponse proactive, c'est quoi? Ça suppose 2 choses. Ça suppose tout d'abord de se fixer un cap, de définir un cap. Où est-ce qu'on veut aller? Comment on anticipe ce qui peut se produire et comment du coup on adopte cette démarche prospective qui va permettre de se fixer un cap. Et puis ensuite, c'est pas suffisant de se projeter, mais de réaliser les premiers pas. Quand on parle des RH en 2030, le but c'est pas seulement de décrire ce que seront les RH en 2030, c'est bien évidemment de se dire concrètement, si on veut aller dans cette direction-là, comment on s'y prend. Et vous voyez, je vais prendre une image, mais on dit souvent qu'il faut que l'entreprise soit pragmatique, bien évidemment, qu'elle soit agile, qu'elle réagisse aux stimuli de son environnement. En même temps, même quand le bateau est dans la tempête, c'est essentiel qu'il puisse avoir un cap, garder son cap, certes ajuster ses manœuvres, mais en même temps ne pas lâcher sa destination. Vous connaissez sans doute cette citation de Léonard de Vinci, ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Alors, je vais arrêter avec les grands principes. En tout cas, je vais faire une pause sur les grands principes et je vais prendre une première illustration de mes propos avec un exemple qui est un exemple chez Lipton. À un moment donné, cette entreprise, donc qui appartient au groupe Unilever, a réalisé que
la maîtrise de la compétence d'aromatisation du thé. Vous savez qu'il y a d'un côté le thé noir et puis d'autre part les thés aromatisés, les infusions, était clairement une compétence extrêmement difficile à maîtriser et que Lipton avait un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents du fait de sa maîtrise particulière de ces compétences-là. Et à ce moment-là, le fait de se projeter dans le fait que le marché pouvait être disrupté, en l'occurrence, à travers une meilleure un processus d'aromatisation plus élaboré, plus pointu, permettant des parfums plus divers, a conduit la DRH de Lipton à se dire, mais très concrètement, si on veut renforcer cet avantage concurrentiel, il faut qu'on investisse massivement dans le développement de cette compétence. Ça a été le recrutement d'aromaticiens, ça a été tout un programme de formation sur l'aromatisation, et donc un investissement majeur qui a été porté par la DRH de Lipton, et qui, au bout du compte, a eu comme effet que 5 ans après le lancement de ce programme, Lipton avait gagné 5% de part de marché en Europe sur les thés aromatisés et les infusions. Donc là, on voit bien l'intérêt de se projeter sur ce qui peut disrupter le marché et ensuite d'en tirer les conséquences sur les premiers pas à réaliser. Alors, quand on dit prospective, je dirais, si on est sur de la prospective pure, la prospective est supposée conduire à imaginer tous les scénarios possibles, tout le champ des possibles. Notre approche à travers cet ouvrage, elle n'est pas celle-là. On n'est pas sur de la prospective pure. Notre volonté, ça a été d'essayer de présenter ce que pouvait être un futur désirable pour les RH, et notamment pour la fonction RH. Et bien évidemment, ce futur désirable, il est passé au filtre de convictions qui sont structurantes par rapport à ça. Notre conviction, c'est notamment qu'il est possible de réconcilier l'économique et l'humain, et de faire de l'humain le moteur de l'économique. On est dans le droit fil de ce que pouvait dire il y a presque 50 ans Antoine Riboud avec le double projet économique et social. Deuxième conviction, le fait que dans notre société d'aujourd'hui, avec le développement du travail et du savoir, le facteur humain est un levier considérable pour l'entreprise et que les décisions de l'entreprise doivent lui permettre de capitaliser sur ce potentiel. Par rapport à ça, je vais m'appuyer sur un deuxième exemple. C'est celui des choix qu'a fait le Crédit Agricole autour de l'intelligence artificielle. Le Crédit Agricole, à un moment donné, s'est dit, il y a un certain nombre de tâches qui, demain, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, seront assurées par Watson, enfin le système d'intelligence artificielle d'IBM, et qui aujourd'hui était assuré par nos conseillers. Face à ça, on a 2 possibilités. Soit on laisse les choses se faire et au bout du compte, on supprime un certain nombre de postes de conseillers, soit on adopte une approche différente et on réfléchit sur comment les moyens humains ainsi dégagés peuvent être réutilisés pour apporter une valeur ajoutée supplémentaire aux clients. On est dans une logique de performance augmentée, c'est-à-dire, visiblement la présentation a bugué, c'est-à-dire très concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour non pas utiliser les technologies pour réduire les coûts, point, mais se dire je les utilise pour derrière apporter des éléments supplémentaires à mes clients, enrichir ma proposition de valeur client et de fait derrière donc développer mes collaborateurs, les compétences de mes collaborateurs sur des services supplémentaires, du conseil en fiscalité, du conseil en optimisation, etc., etc. La notion de performance augmentée, elle est intéressante quand on l'associe à ce que les technologies vont permettre demain au niveau du travail. Elle est pas de moi, c'est le forum de Davos qui parle de cette performance augmentée. Si on s'arrête maintenant 2 minutes sur le fait qu'il est difficile de faire abstraction, qu'on est dans un contexte un peu particulier, il me paraît important de souligner que la crise sanitaire, elle a fait bouger des lignes sur la place du facteur humain dans l'entreprise. D'abord, la question du sens a été posée différemment. Aujourd'hui, les collaborateurs qui se posent la question de l'utilité de leur travail, il y en a de plus en plus.
Bien évidemment, les sujets d'organisation du travail ont été mis sur la table, avec pour un certain nombre de collaborateurs la mise en place du travail à distance, et parfois très très rapide, montrant que dans des situations extrêmes, il était possible de faire preuve d'agilité. Je reviens pas sur ce qui a beaucoup été commenté sur la hiérarchie des métiers et la façon dont elle a été revisitée. Les changements de comportement qui ont pu être observés, avec notamment, je prends le positif, des comportements de solidarité qu'on ne voyait pas auparavant. Et enfin, d'une certaine manière, un dépassement du néo-taylorisme. Quand on voit par exemple les marges de manœuvre, l'autonomie qui a été, alors contraint et forcé parfois, donnée à un certain nombre de collaborateurs, on voit bien que les lignes ont bougé. Et par rapport à ça, si vous voulez, notre conviction, c'est que cette crise, elle peut être une opportunité pour nous tous, parce qu'elle souligne la nécessité de réinventer l'entreprise. Alors c'était déjà évident pour beaucoup, et notamment pour de très nombreux praticiens RH, mais d'une certaine manière, cette transformation, cette nécessité de réinventer l'entreprise, de capitaliser sur le facteur humain, était un peu empêchée. Et donc, du coup, cette crise, elle peut aussi fournir des leviers au DRH pour initier des projets qui permettront d'enclencher la transformation. Et clairement, notre approche, c'est de donner des arguments au DRH, c'est de leur donner des exemples, des illustrations de ce qu'il est possible de faire pour capitaliser là-dessus. Alors, pour rester dans le temps imparti, je vais évoquer que 5 des 10 enjeux qu'on développe dans l'ouvrage, de manière à pouvoir rentrer sur du contenu. Le premier, il est autour de l'intérêt pour, la responsabilité de la DRH sur la création de valeur dans l'entreprise. Alors, on est très loin là de la conception de la fonction RH comme une fonction support ou comme un centre de coût. L'enjeu, c'est bien la contribution de la fonction RH au fait de rajouter des euros au chiffre d'affaires et aux résultats, création de valeur, de créer de la valeur pour les collaborateurs, pour les clients, pour les actionnaires et pour l'ensemble des parties prenantes. Si vous voulez, le travail a considérablement évolué. On n'est plus dans les enjeux d'industrialisation de masse qui prévalaient et qui requéraient qu'on soit sur la qualité de l'exécution au premier lieu. On est sur du travail du savoir où les collaborateurs, pour l'essentiel, pour un nombre croissant, gèrent des relations et des informations. Et c'est en ce sens que le facteur humain devient la première source de création de valeur. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il y a un véritable enjeu à ce que l'entreprise, d'ici 2030, elle ait redéfini sa finalité. C'est quoi son utilité? À quoi est-ce qu'elle sert? Alors, je parle pas seulement de la loi Pacte et du fait d'intégrer la raison d'être dans les statuts de l'entreprise. Ça, c'est sûrement très bien. Mais de fait, comment est-ce que l'entreprise repositionne son activité et se pose la question de la finalité pour à la fois structurer ses choix stratégiques et puis générer de l'engagement. Autre axe, renforcer la place du facteur humain dans la stratégie. Comment est-ce qu'à un moment donné, on réfléchit les enjeux RH, on réfléchit les décisions RH, les investissements RH à travers ce qu'ils apportent au développement de l'entreprise. Et comment tout ça se traduit en alors j'utilise ici le terme de contrat social, on pourrait parler d'employee value proposition. Comment est-ce qu'à un moment donné, ce qui a été structuré, organisé en matière et pensé en termes de finalité de l'entreprise et de contribution de l'humain à la stratégie vient alimenter ce contrat social. Je vais m'appuyer sur un exemple pour être plus concret. C'est celui de Danone. Quand Danone, très concrètement, se fixe pour finalité d'apporter la santé par l'alimentation, que quand vous échangez avec les salariés de Danone et que tous sont clairement mobilisés là-dessus. Enfin, quand on échange avec eux, c'est assez bluffant de voir comment ils l'ont intégré. Que à côté, en plus, Danone aligne ses décisions stratégiques sur cette finalité. En vendant par exemple son activité de bière ou son activité de biscuits et en se développant sur l'alimentation infantile, il y a vraiment un alignement. Là, on voit combien le fait d'avoir repensé la finalité, la raison d'être de l'entreprise apporte une valeur ajoutée. Et toujours sur l'exemple de Danone, quand Danone se dit
clairement, on fera la différence par rapport à nos concurrents sur notre vitesse, notre agilité, notre capacité à répondre vite aux demandes de nos clients que sont les acteurs de la grande distribution. Et que derrière de cette proposition de valeur client en découle une proposition de valeur collaborateur où ce qui est développé, c'est l'autonomie, les marges de manœuvre, le principe de subsidiarité. Et donc, permettant l'agilité, on voit bien cet alignement et la façon dont le facteur humain vient alimenter la stratégie au service d'un contrat social, d'un employeur qui est vécu comme différenciant par ses collaborateurs sur à la fois les éléments de sens, la finalité, et puis les marges de manœuvre, l'autonomie qui est donnée aux collaborateurs. Alors, je ne vais pas en rester là aussi sur des grands principes. On se projette à 2030, mais notre volonté, ça a aussi été de se dire, bon, ok, dessinons le paysage pour 2030, mais soyons concrets sur ce qu'il est possible de faire tout de suite. Quels sont les premiers pas à réaliser? Et donc, sur chacun des 30 chapitres, des 30 thèmes qui sont développés dans l'ouvrage, notre volonté, ça a été de terminer chacun de ces thèmes par une fiche pratique. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous lire la fiche pratique. Simplement, vous en disposerez avec le support. Mais vous voyez là un exemple de premier pas concret. Comment est-ce qu'on s'y prend si on veut formaliser la raison d'être de son entreprise, une proposition de démarche, les étapes qui suivraient cette démarche, les écueils à éviter, de manière à, encore une fois, ne pas se contenter d'imaginer un futur désirable, mais de commencer à le construire. Et pour un DRH, de se dire, tiens, très concrètement, effectivement, sur cette vision du futur, sur ce sujet-là, je partage. J'ai envie que mon entreprise aille dans cette direction parce que je pense que c'est ce qu'il faut pour elle et pour les collaborateurs. Donc, très concrètement, comment je peux m'y prendre, comment je peux démarrer là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, de manière à ce que je ne sois pas sec sur quand on viendra dans 2 slides. La séquence que j'avais prévue pour répondre aux premières questions. Deuxième enjeu sur lequel je vous propose d'apporter des éléments, c'est celui autour du modèle relationnel dans l'entreprise. On sait bien que le modèle dont on a hérité, il vient du taylorisme et du fordisme. Concrètement, à partir du moment où on était sur cet enjeu d'industrialisation de masse, nécessité d'être sur quelques décideurs et puis des exécutants qui s'alignent. On était sur un enjeu qui était le fait de respecter les consignes et on a construit nos organisations, notre modèle relationnel autour de ça. Très concrètement, on sait bien que l'environnement de l'entreprise, c'est plus celui-là. Et donc, du coup, l'enjeu pour l'entreprise, c'est en premier lieu celui de pouvoir répondre à un environnement beaucoup plus complexe, à des situations beaucoup plus diverses, à des attentes des clients qui sont beaucoup plus hétérogènes. Et très concrètement, l'organisation à l'ancienne, les modes de fonctionnement à l'ancienne, avec j'ai des normes, j'applique, j'obéis, ça marche plus. Et donc tout l'enjeu face à cette évolution de l'environnement de l'entreprise, face à cette transformation du travail, ça va être de développer l'autonomie et la responsabilité pour répondre à cet environnement qui est toujours plus complexe. En fait, si hier, ce qui faisait la différence, c'était encore une fois la qualité de l'exécution et l'alignement, demain, ce qui fait la différence, c'est l'intelligence des situations. C'est la capacité de répondre aux clients, au marché, aux sollicitations, en adaptant les politiques de l'entreprise à la situation qui est rencontrée. Et ça peut pas se faire dans un mode de fonctionnement centralisé tel que celui dont on a hérité avec le taylorisme. Et donc ça suppose notamment d'animer les collaborateurs sur l'utilité et la nature de leurs activités, et plus seulement sur les modalités. Autrement dit, d'animer sur le pourquoi, d'animer sur le quoi, plus que sur les comment.
voyez. Comment animer sur les comment, c'est en rester à une conception du collaborateur qui, d'une certaine manière, est considéré comme peu responsable, peu fiable, pas en capacité de faire, alors que tout l'enjeu, c'est justement de mettre en face du client, en direct ou indirectement dans la chaîne de création de valeur, des collaborateurs qui sont en capacité de faire preuve d'initiative, d'intelligence des situations. Et bien évidemment, ce modèle, il se complète avec le fait d'être sur de la confiance, de travailler la coopération et de travailler l'intelligence collective. Et un exemple qui est intéressant en la matière, parce qu'on pourrait se dire, OK, ça c'est bien, mais c'est bien pour des environnements plutôt de services hautement qualifiés. C'est plutôt le modèle qu'on peut voir dans certaines startups. Sauf que cet enjeu de s'adapter aux exigences de l'environnement de l'entreprise, il est vrai pour toutes les entreprises. Et l'exemple que je vais vous prendre, c'est celui de Michelin, donc organisation en premier lieu industrielle, qui, pour mener cette transformation, a mis en place ce qu'ils ont appelé des organisations responsabilisantes, en travaillant en premier lieu sur 38 îlots de production, pour lesquels ils ont donné beaucoup de marge de manœuvre, enfin des marges de manœuvre très 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 larges aux collaborateurs, de manière à ce que eux décident eux-mêmes comment s'organiser, comment organiser leur activité, du moment que, bien évidemment, les livrables étaient là au bout du compte. Et cette expérimentation sur 38 îlots de production, elle a été tellement probante que Michelin a décidé de la généraliser à l'ensemble de sa structure industrielle et au-delà, avec des résultats qui montraient que quand on introduisait des marges de manœuvre, de l'autonomie dans les modes de fonctionnement des collaborateurs, quand on était sur ce modèle relationnel basé sur la confiance, derrière, les résultats suivaient. Alors, c'était le deuxième axe sur lequel je voulais m'arrêter avec vous. Il était prévu là que je réponde à vos premières questions. Je suis en train de faire dérouler le chat. Hop. Alors, en l'occurrence, j'essaye de cibler certaines questions. La citation de Léonard de Vinci appelle un commentaire sur la génération Z. Moi, j'ai envie de vous dire que les aspirations qu'on peut constater dans notre société, on les retrouve chez toutes les générations. Moi, je trouve qu'il faut être prudent par rapport au discours sur les générations, parce que très souvent, ça amène à se limiter à des stéréotypes qui sont souvent très très réducteurs. L'aspiration à avoir plus de marge de manœuvre dans son activité, l'aspiration au sens, on la retrouve dans toutes les générations. Alors, il ne s'agit pas de nier le phénomène générationnel. On n'a pas tous grandi dans le même environnement. Il y a un certain nombre d'éléments liés notamment aux technologies pour lesquels, dans la génération de mon fils, c'est langue maternelle. Alors pour moi, c'est une langue étrangère que j'essaye de maîtriser au mieux. Néanmoins, soyons attentifs au fait que les aspirations d'aujourd'hui, elles peuvent, on peut les retrouver dans toutes les générations. Je continue à dérouler sur les questions. Quel sujet RH précis permet selon vous de faire le plus levier? Je vais partir d'un échange que j'ai eu avec une DRH récemment qui me disait j'ai plein d'idées sur ce qu'on pourrait faire, mais chaque fois que j'arrive avec une idée auprès de mon DG, je me fais retoquer. Et la réponse que je lui ai faite et la démarche qu'on a ensuite travaillé ensemble, elle a été mais peut-être que ce serait intéressant de poser la question, enfin de creuser la réponse à une question, c'est de quoi votre DG a-t-il faim? C'est quel est le sujet qui, lui, le préoccupe. Comment identifier, au-delà du DG, les sujets qui sont des sujets en haut de la pile dans l'entreprise.
les sujets sur lesquels il y a une forme de consensus ou en tout cas des alliés à trouver sur le fait qu'il faut faire bouger cette dimension-là. Et moi, j'ai envie de vous dire, plutôt que de vous donner une recette, on commence par tel ingrédient, puis tel ingrédient, puis tel ingrédient, j'ai envie de vous dire que par rapport à l'ensemble des pistes qui sont celles d'une DRH, il faut intégrer complètement cette dimension tactique en se disant mais où est-ce que je peux faire avancer l'entreprise en prenant un sujet, en le traitant au regard de cette vision d'ensemble et du coup en m'appuyant sur un certain nombre d'alliés en interne qui vont me permettre de démontrer que cette pièce du puzzle, elle a une vraie valeur ajoutée. Je continue. Pensez-vous que les procédures sont à l'encontre de la responsabilité et de la confiance? Pour ceux qui ont plus de 40 ans, vous vous rappellerez peut-être qu'il fut une époque où on ne jurait que par les certifications qualité, que par les normes ISO. Alors, je suis pas en train de tout jeter, hein. Néanmoins, ça a quand même contribué à renforcer toute cette gangue organisationnelle qui pèse sur l'entreprise. Et donc, on aura l'occasion d'y revenir sur le thème 3 qui est autour de l'organisation. Il y a un véritable enjeu à un moment donné à faire en sorte que, en parallèle du travail sur les comportements et le modèle relationnel, il y ait un travail de simplification de toute la gangue organisationnelle, tout ce qui pèse sur les comportements. J'ai souvenir d'un manager qui, dans un projet de transformation qu'on accompagnait, nous disait très bien, on a compris l'intérêt d'être plus à l'initiative, d'utiliser les marges de manœuvre. Nous, on en a envie, mais à côté, regardez les normes, les procédures dans lesquelles on doit s'inscrire. C'est tellement lourd que, d'une certaine manière, vous nous avez entraînés à courir le marathon, mais au moment de partir, on nous explique qu'il faut mettre l'armure de 80 kilos sur le dos. Donc oui, bien évidemment, il y a un vrai sujet aussi. Je vous propose de reprendre le fil de la présentation en abordant ce thème 3 justement, qui est autour de l'organisation. Très concrètement, on a hérité là aussi du modèle taylorien, hein, qui est un modèle où la norme et les procédures conditionnent l'activité. Et ces questions d'organisation, elles méritent d'être remises à plat et d'être revisitées. Notamment en se posant une question autour de ce qui est en train de se jouer sur l'externalisation de la main-d'œuvre. Vous avez vu, par exemple, se développer un certain nombre de plateformes où vous allez retrouver deux types de populations. Une population très qualifiée, rare, dont les compétences sont rares et à laquelle l'entreprise va avoir recours dans une logique de prestation de services. Quand on échange avec les profils experts qui sont sur ces plateformes, on s'aperçoit que très souvent, leur choix, parce que là il s'agit d'un vrai choix, c'est un choix qui est la conséquence de la distanciation par rapport à l'entreprise. Et je pense que c'est vraiment un enjeu que de se poser la question de l'intégration de ces populations dans l'entreprise à travers un contrat social revisité. Et puis, il y a une deuxième population qu'on retrouve aussi sur d'autres plateformes ou sur d'autres canaux utilisés par l'entreprise. C'est une population, à contrario, très peu qualifiée. On a été surpris en rédigeant cet ouvrage, en creusant, de découvrir, par exemple, qu'en France, il y avait déjà 330 000 travailleurs du clic. Vous savez, ces gens qui sont rémunérés à des tâches extrêmement parcellaires et qui se retrouvent de fait à être une main-d'œuvre sous-traitée, sous-qualifiée et sous-intégrée dans l'entreprise. Et vous voyez, pour le coup, il est très rare que la DRH ait la main sur l'utilisation de ces plateformes, de ces sous-traitants. Il y a un véritable enjeu à un moment donné à ce qu'elle puisse intervenir sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets qui sont structurants, pour ne pas aller vers un futur que certains appellent de leur vœu, hein, mais qui, à mon sens, si on est sur les valeurs et les convictions dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment pas souhaitable,
qui serait un futur dans lequel l'ensemble de la population de l'entreprise serait externalisé. Deuxième enjeu, celui de l'agilité, bien évidemment. Comment est-ce que, et ça renvoie à la question sur les procédures, comment est-ce que on arrive à débureaucratiser l'entreprise, à alléger ces procédures. Ce qui est intéressant avec le confinement, c'est que beaucoup d'entreprises font le constat qu'elles ont réussi à s'adapter très très vite, à mettre en place rapidement le télétravail, alors que dans certaines entreprises, le DRH se battait depuis des années pour essayer d'emporter l'adhésion, il n'y arrivait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'une certaine manière, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que l'agilité des individus a pris le pas sur l'agilité organisationnelle. Les règles, les normes, les modes de fonctionnement d'avant, on s'est dit, allez, on les met très vite de côté, et puis maintenant, il faut trouver une réponse très vite. Et ça a montré que les entreprises, les organisations peuvent travailler l'agilité. Et puis, je l'évoquais à l'occasion de l'exemple sur le Crédit Agricole, repenser le travail pour mettre l'intelligence artificielle au service de l'homme. L'exemple que je voulais évoquer là, c'est celui de certaines activités d'Engie, certaines business units d'Engie, qui sont sur des marchés qui tendent vers des marchés de commodité, hein, donc de produits que tout le monde propose, que tous les acteurs du marché proposent, avec des produits et des offres peu différenciés, et qui ont engagé ces entités un vrai travail sur leur agilité. Alors à la fois sur le volet culturel, sur les comportements, et puis sur le volet structurel à travers ce travail organisationnel, et qui ont engagé ce travail notamment en s'appuyant sur un certain nombre de méthodes, d'outils, de méthodes agiles qui sont développées dans les sociétés de l'économie numérique. Et il me semble qu'il y a vraiment des sujets à aller trouver derrière. Quatrième enjeu, disposer des compétences requises. Alors, je vais être très direct, mais la GPEC traditionnelle, elle est morte. Le fait que le législateur en ait fait un objet d'abord de négociation sociale a fait que c'est souvent un exercice très formel, sans grande valeur ajoutée. Pour autant, il n'a jamais été autant nécessaire qu'aujourd'hui d'anticiper et de sortir, d'anticiper les compétences requises et puis de sortir du mode pompier. Ah, on ne sait pas faire ça, comment on s'y prend? Faut vite recruter quelqu'un. Il faut vite développer les gens là-dessus. Et donc là, il y a vraiment la place, à mon sens, dans des démarches de GPEC réinventées ou de strategic workforce planning, si on veut reprendre le terme consacré, qui se concentrent sur quelques métiers à fort impact stratégique, qui travaillent avec des logiques de scénario et qui permettent à l'entreprise, là aussi, de reprendre la main sur ces enjeux de compétences. L'autre dimension à traiter, c'est celui des pénuries de compétences. On estime aujourd'hui que sur le marché de l'emploi français, il y a une pénurie de 300 000 profils qualifiés. Les différentes études qui portent à l'échéance 2030 estiment que ce chiffre sera porté à 1,5 million. Autrement dit, s'il y a sur certains profils une guerre des talents aujourd'hui, qui est bien évidemment pas incompatible avec un niveau de chômage massif, hein, on peut se dire que cette guerre, elle va sacrément s'accentuer et qu'il y a un véritable enjeu à ce que l'entreprise l'anticipe pour tirer son épingle du jeu. Et que notamment, une des voies, elle développe les compétences de ses collaborateurs par rapport aux compétences requises dans le futur, et qu'elle ne le fasse pas comme par le passé en se disant, il y a quand le collaborateur travaille et puis il y a quand il est en formation, mais qu'elle se pose la question, comment est-ce que je fais pour transformer une partie croissante du travail en situation apprenante. Vous avez une entreprise qui en ce moment fait des choses très intéressantes sur ces sujets-là, c'est Intermarché, qui est en train de construire une académie d'entreprise. Le point de départ, c'est notamment le fait qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont des métiers pénuriques, les métiers de boucher, les métiers de bouche plus largement d'ailleurs, hein, et concrètement, Intermarché a fait le choix de prendre le problème à bras le corps et donc de construire ses écoles internes et puis d'aligner ses priorités de développement des compétences sur le projet stratégique de l'entreprise, le plan producteur et commerçant. Et en l'occurrence, là, on est vraiment sur cette démarche proactive qui va permettre de disposer des compétences requises.
J'aborde maintenant le cinquième enjeu qui est autour du positionnement des acteurs de l'entreprise, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les managers ou que ce soit les partenaires sociaux. Euh, Quand on se projette en 2030 et qu'on capitalise sur les démarches de transformation, sur ce qu'on apprend des démarches de transformation des entreprises, il me semble qu'il y a une vraie bascule à réaliser. Et je vais tout de suite m'appuyer sur un exemple qui est aussi dans la grande distribution, qui est ce qui a été fait par Auchan dans un pays du sud de l'Europe, où la démarche n'a pas, bien évidemment, été une démarche de transformation descendante. L'enjeu, c'était de relancer l'activité et notamment de booster l'engagement des collaborateurs. Un engagement qui, avant ce projet, était à 40%. 40% des collaborateurs se disaient engagés et qui, 6 mois après, une fois le projet mené, était à 71%. Donc, vraiment une réussite avec comme impact un chiffre d'affaires qui était ils étaient en décroissance d'1% avant le projet, ils étaient en croissance de 3% après le projet, et eux estiment que c'est ce projet qui a permis de faire la bascule. Et ils l'ont fait comment ? En constatant le fait que tout d'abord il y avait un vrai sujet d'engagement, mais qui était autour du vécu des collaborateurs, qui était essentiellement dans les magasins sur de la mise en rayon et pas du tout dans la relation avec le client, alors que la promesse client c'était justement de faire la différence là-dessus, sur la qualité de la relation. Et donc, la logique, ça a été de dire, si on veut relancer la performance, on doit relancer l'engagement. Si on veut relancer l'engagement, on doit travailler à réinsérer, à réintégrer du lien social, de la relation, transformer ce qui se joue entre le client et le collaborateur. Et là, la démarche, ça n'a pas été une démarche descendante, genre le énième plan de la transformation client. Ça n'a pas été non plus la façon dont on aborde parfois la transformation aujourd'hui, en se disant on va faire du participatif, c'est-à-dire on demande aux collaborateurs d'exprimer leurs propositions, on les agrège, on les sélectionne et puis ensuite ça redescend. Mais ça a été de dire voilà, de dire aux 20 000 collaborateurs de l'entreprise voilà, tous les jours vous avez des échanges, des contacts, vous croisez des clients. Comment est-ce que quelles initiatives est-ce que vous pouvez imaginer, quelles idées est-ce que vous avez sur la façon de générer un sourire partagé entre vous et le client, d'avoir un échange de qualité. Et toutes les idées que vous avez, on va vous demander non pas de les faire remonter, mais on va vous demander de les mettre en œuvre. Expérimentez. Allez-y. Lâchez-vous. Il y a quelques règles à respecter. Il ne s'agit pas, par exemple, de faire bouger le prix des produits, bien évidemment. Mais dans ce cadre-là, allez-y, lâchez-vous. Si vous avez le temps, postez votre initiative sur la plateforme dédiée au projet. Et de fait, il y a une dynamique qui s'est enclenchée dans les magasins qui a conduit au résultat que j'évoquais juste avant, avec une entreprise qui du coup s'est vraiment relancée. J'en arrive à mon dernier slide. Il est d'une certaine manière la conclusion de tout ça, et puis des 5 autres enjeux qui sont détaillés dans le livre et sur lesquels je ne me suis pas arrêté pendant ce webinaire. C'est la nécessité de réinventer la fonction RH. Ces enjeux, le fait d'adresser ces enjeux, ça dessine une fonction RH qui est très différente de celle qui est aujourd'hui présente dans de nombreuses entreprises. Et pour la construire, on a vraiment besoin d'une démarche volontariste. Il y a une mue à réaliser qui est considérable, et d'une certaine manière, ça en passe, me semble-t-il, par quelques mots-clés. Ces mots-clés, c'est tout d'abord en termes d'ambition. Le levier humain, aujourd'hui, au vu de ce qu'est devenu le travail, encore une fois, travail du savoir, c'est un levier considérable pour l'entreprise, qui a un potentiel considérable. Et là, du fait de ce potentiel du facteur humain, il faut que cette fonction, elle s'autorise à avoir une ambition extrêmement forte. J'ai envie de vous dire, la période qu'on vient de traverser, ou qu'on traverse encore, mais notamment avec la période de confinement, a montré que dans de nombreuses entreprises, quand le DRH montait au front parce que c'était lui dont on avait besoin, parce que le facteur humain était celui qui justement devenait la variable première, les résultats étaient là. Deuxième mot-clé, repositionnement. Comment est-ce que la DRH travaille pour ce qui est de ses activités
régaliennes, traditionnelles, à les rationaliser, les automatiser, de manière à dégager du temps et des moyens pour d'autres activités. Clairement, ce qui émerge en termes de technologie va permettre d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et de faire le tri entre au sein d'un même processus RH, ce qui a vraiment une valeur ajoutée pour l'entreprise et puis ce qui peut être automatisé. Et ça doit être utilisé pour réaffecter des moyens, des effectifs sur les enjeux humains qui sont à forte valeur ajoutée, ceux que j'ai cités et d'autres. Troisième mot-clé, l'innovation. Euh, enfin, pour moi, se considérer quand on est des RH d'abord comme un gestionnaire, alors il faut être gestionnaire bien évidemment, on nous attend là-dessus, mais c'est passer à côté du fait que sera l'entreprise de demain, il va falloir l'inventer, il va falloir sortir du cadre. Et quand je parle d'innovation, je ne parle pas seulement d'innovation technologique. Je parle aussi de cette enseigne de la distribution qui récupère un magasin au sein de la DRH pour en faire son magasin laboratoire. Et puis, dernier mot, légitimité. Légitimité, parce que la légitimité, elle se décrète pas. Si on l'attend, elle viendra jamais. Et donc, elle doit se conquérir. Et même quand on n'est pas attendu sur certains sujets, la fonction RH, elle doit y aller. Voilà sur ce que je voulais partager avec vous. Je vais prendre une ou deux questions dans les quelques minutes qui nous restent. Alors, des questions bien évidemment d'actualité sur télétravail, par exemple. Alors, il ne s'agit pas de dire le télétravail, c'est la panacée et demain, tout le monde va travailler uniquement en télétravail. Mais il s'agit de se reposer peut-être. Enfin, c'est l'opportunité. On a l'opportunité là, nous, dans les entreprises, un DRH dans son entreprise, de reposer la question justement des modalités du travail. Pourquoi est-ce que le travail requerrait d'être systématiquement en présentiel? On a eu la démonstration là qu'il y avait un certain nombre de choses qui pouvaient fonctionner en n'étant pas seulement en présentiel. Il ne s'agit pas d'idéaliser non plus le télétravail. Il faut créer les conditions pour qu'il soit épanouissant aussi pour l'individu. Néanmoins, il a permis certaines choses. Dans beaucoup d'entreprises, ça a été synonyme de je redonne des marges de manœuvre aux collaborateurs parce que je peux plus être sur leur dos. Je donne de l'autonomie. J'accompagne en ce moment une entreprise qui s'appelle Hoist Finance. Je passe la journée de demain en séminaire avec leurs dirigeants. L'essentiel de leur personnel, ce sont des téléconseillers qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés à assurer leur activité chez eux. Ils avaient un objectif qui était 80 appels par jour avant le confinement. Là, le fait de laisser de l'autonomie aux collaborateurs, de les animer sur le pourquoi et le quoi et pas sur les comment, a fait que le constat qu'ils ont fait, c'est que ils étaient plus à 80, ils étaient à 120. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas d'être trop caricatural dans l'approche, mais en tous les cas, de se reposer la question de ce que cette expérience peut nous apprendre, des apprentissages à tirer, des enseignements à tirer de ce que le travail doit être. Et puis, derrière aussi, de ce que doit être la responsabilité du manager, parce que le même manager qui vous dit moi, quand on est en présentiel, moi, je suis disponible en permanence, ma porte est ouverte. Si à côté, quand on est en travail à distance, on tombe systématiquement sur sa messagerie quand on l'appelle, il y a une forme d'incohérence. Donc, vous voyez, reposer les différentes questions tout autour. Je continue à centrer. J'ai une question sur le concept d'entreprise libérée. Là, pour le coup, notre ouvrage précédent avec Nicolas s'appelait Faut-il libérer l'entreprise? Donc la réponse c'est si l'entreprise libérée c'est la recette, un leader libérateur, la suppression des fonctions support, la suppression des managers, faut arrêter quoi. Hein, on est dans du délire. Enfin, concrètement, ça marche pas. Par contre, si c'est se dire faut-il libérer l'entreprise des séquelles du modèle taylorien, faut-il aller vers un modèle qui est caractérisé par de l'animation sur le sens, des marges de manœuvre, de l'autonomie et une structure des contraintes organisationnelles allégées? Là, oui, bien évidemment. C'est tout l'enjeu, si vous voulez. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, je voulais vous remercier d'y avoir assisté. Vous dire que moi, j'ai été très heureux
de contribuer à cette journée et vous donner rendez-vous peut-être dans d'autres environnements, dans votre entreprise ou à travers nos différentes publications. 44 minutes, 55 secondes, le timing est respecté. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.